Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette première conférence du Colloque Wright pour la science, dont c'est la 17e édition cette année. Mon nom est Olivier Dessibourg, je suis responsable de la rubrique Sciences au quotidien Le Temps, à Lausanne. On était à Genève, on a déménagé, on est encore entre les deux villes. Comme chaque année, nous avons donc le privilège, le grand privilège, le plaisir aussi d'accueillir des orateurs de renom ici à l'Université de Genève pour ce Colloque Wright, des orateurs qui viennent du monde entier. Cette année ne fera bien sûr pas exception, puisqu'on a même le plaisir et l'honneur d'accueillir un prix Nobel, ou plutôt une prix Nobel, puisqu'il s'agit de Linda Buck, qui est l'une des rares femmes à avoir obtenu le prix Nobel de médecine et de physiologie. C'était en 2004. Elle va bien sûr s'exprimer sur le thème de cette année, qui a été choisi pour cette année, décrit ici, décoder le livre de la vie, la révolution génomique. Cette soirée se déroulera en deux parties. Il y aura bien sûr d'abord la conférence, qui sera en anglais, mais vous avez tous dû recevoir des casques de traduction simultanée de l'anglais vers le français. Il y aura ensuite une partie de questions-réponses avec non seulement Linda Buck, mais aussi à des autres orateurs de ce colloque, à savoir Michael Snyder, qui va nous rejoindre sur scène tout à l'heure. Cette discussion se fera, elle, en anglais, mais vous pourrez bien sûr poser vos questions en français ou en anglais grâce justement à la traduction simultanée. Je vous demande maintenant de bien vouloir mettre vos téléphones sur silencieux, de ne pas les éteindre, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, de ne pas les éteindre, mais de les mettre sur silencieux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais donner la parole à deux personnalités, qui vont nous donner quelques mots de bienvenue. Et la première d'entre elles est le recteur de l'Université de Genève, Yves Flukiger, que j'invite sur scène. Monsieur le Président de la Fondation Wright, Mesdames et Messieurs les membres de la Fondation Wright, Mesdames et Messieurs les membres de la famille Wright, c'est pour moi un immense privilège de vous accueillir ce soir dans cet auditoire pour cette semaine exceptionnelle qui nous permettra d'entendre des sommités internationales mondiales dans leur domaine de spécialisation. C'est un cadeau que nous offre tous les deux ans, la Fondation Wright. Et cette année, encore une fois, nous aurons le privilège d'entendre des personnalités scientifiques de très haute réputation dans leur domaine de spécialisation. Les relations entre la Fondation Wright et l'Université de Genève sont des relations à la fois anciennes, très anciennes et extrêmement riches et fructueuses. Elles datent effectivement de 1984 et on célèbre cette année la 17e édition de ces colloques Wright qui permettent chaque année d'accueillir des personnalités scientifiques et surtout d'établir cette relation que nous souhaitons entretenir entre le public, la science et les milieux académiques. C'est le but de la Fondation Wright et c'est notre objectif également comme université de pouvoir diffuser les progrès de la science, les mettre en débat comme nous aurons l'occasion encore de le faire cette semaine. La contribution de l'Université de Genève est en particulier de mettre à disposition sa logistique, de mettre à disposition son service de communication pour qu'on ait un public aussi nombreux que cette année, une nouvelle fois, mais c'est aussi évidemment de pouvoir mettre à disposition de la Fondation Wright, les chercheurs qui, à l'Université de Genève, déploient leurs activités, leurs recherches dans des domaines qui font le sujet de ces différentes conférences. Et j'aimerais remercier ce soir en particulier le professeur Yvon Rodriguez qui a contribué très largement à la préparation de ce programme que nous vous offrons cette année une nouvelle fois. Les relations avec la Fondation Wright sont effectivement aussi de mettre en place toute une série d'événements qui mettent en relation le public genevois avec la science et l'académie. Et c'est en particulier dans le cadre des passerelles que nous organisons avec la Fondation Wright que nous avons l'occasion d'établir cette diffusion du savoir scientifique auprès d'un large public qui fait qu'aujourd'hui, comme les années précédentes, c'est devenu un événement incontournable de la vie médiatique, publique et scientifique de Genève et j'en suis particulièrement heureux en tant que recteur de cette université. Et puis vous l'avez vu, pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'observer, vous aurez l'occasion peut-être à la fin de cette conférence de vous rendre près du bâtiment Unibation, vous aurez l'occasion de voir ce son et lumière qui vous est offert aussi par la Fondation Wright, encore dans cet esprit de diffusion du savoir scientifique auprès d'un public très large. C'est effectivement
le but de la Fondation, de créer de l'émotion autour de la science. Et je vous assure que ce spectacle Son et Lumière que nous offre la Fondation Wright est parfaitement dans cette perspective de la création de l'émotion autour de ces événements scientifiques. Voilà, sans plus tarder, j'aimerais passer maintenant la parole au président de la Fondation Wright, le professeur Thierry Courvoisier. Et surtout, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée ce soir, mais également une excellente suite de semaine, puisque vous aurez l'occasion d'avoir encore d'autres conférences qui vous entretenir durant cette semaine. Merci infiniment de votre présence. Merci, Monsieur le Recteur, Madame Wright, chers amis. C'est un très grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la première conférence du Colloque Wright 2016, Décoder le livre de la vie. Une science, même de tout premier plan, n'a de sens que partagée. Le savoir ne porte de fruits que mis en commun au sein de la communauté scientifique, ce sont nos publications, et mis en commun entre la communauté scientifique et la société en général. La Fondation Wright apporte sa contribution à ce deuxième aspect de la communication scientifique. Elle le fait avec enthousiasme en finançant un certain nombre de projets chaque année, en organisant ce colloque tous les 2 ans et pour la deuxième fois en mettant sur pied un spectacle qui illumine le bâtiment Unibastion pendant 3 semaines. Ce faisant, la Fondation permet à ceux qui le souhaitent, à vous, d'entendre les résultats les plus importants de notre époque de la bouche de leurs auteurs, et elle permet au plus grand nombre de vivre un moment dans une harmonie science-poésie beaucoup plus proche de la démarche scientifique que la plupart ne le pensent. Nous sommes aussi très heureux de pouvoir organiser mercredi une rencontre entre des scientifiques et les collégiens de la région. Ce sont ces collégiens qui deviendront la société de demain et pour certains, nous l'espérons, les piliers de la science de leur temps. Ce colloque ne serait pas possible sans la collaboration de l'université. J'aimerais remercier ici chaleureusement l'université, son recteur, son service de la communication, pour la très belle collaboration que nous avons avec elle. Et j'aimerais remercier beaucoup, mais vraiment beaucoup, toutes les personnes qui ont œuvré depuis des mois à la réalisation de ce colloque. Les personnes de l'université, du service de communication, Fannen Sisban en tout premier, et les personnes de la Fondation, qui sont Ascension Lozano et Yvan Rodriguez aussi, qui est l'âme scientifique de la semaine que nous allons vivre. Je me réjouis d'entendre nos orateurs de cette semaine. Je les remercie de leur disponibilité. J'espère que vous tous profiterez pleinement des 4 conférences de cette année et que vous vous laisserez porter par la beauté du spectacle au Bastion. Bonne semaine. Merci, Monsieur Courvoisier. On l'a dit, cette année, le thème choisi pour ce colloque est « Décoder le livre de la vie, la révolution génomique ». Pourquoi ce thème? Comment est-ce qu'on en est venu à choisir ce thème-là? Pour en parler, j'invite Yvan Rodriguez, qui est professeur au département de génétique et évolution à l'Université de Genève et aussi membre du comité scientifique de la Fondation Wright. Merci. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Dans le but d'alléger ma courte allocution, je vais la débuter lâchement en m'associant simplement aux introductions protocolaires de mes collègues. Il est des révolutions, et j'entends par révolution des changements de paradigme ou alors des avancées technologiques majeures qui ont transformé nos sociétés. Alors je pense par exemple à la découverte des antibiotiques, je pense à l'invention de la roue, je pense à la révolution copernicienne, par exemple. Ces révolutions sont rares, mais si on a un peu de chance, si on est au bon moment, si on est au bon endroit, eh bien, on peut les vivre. Et il se trouve qu'aujourd'hui, justement, nous sommes tous ici témoins d'une révolution en marche. Cette révolution, celle qui fait l'objet de ce colloque, on l'appelle révolution génomique. C'est une révolution parce que le mystère du substrat
de l'information de la vie, de l'information qui est nécessaire à la construction et au fonctionnement du vivant, c'est-à-dire une question primordiale s'il en est, eh bien ce mystère a été levé. Nous savons que cette information, ce livre, le génome, est codé dans une longue chaîne d'ADN. Conceptuellement, ce que je vous mentionne ici, eh bien on le sait depuis 50 ans. Mais pratiquement, la réalité est qu'on est capable de séquencer le génome dans vertébrés ou dans mammifères depuis l'an 2000, un tout petit peu après. Depuis donc le début de ce nouveau millénaire, qui a vu d'abord les génomes de la souris et de l'humain entièrement séquencés, eh bien nous avons décrypté le livre de centaines d'autres espèces, comme par exemple l'érable, la girafe, et pour être de saison, la chanterelle. Et on a eu beaucoup de surprises. Cet accès au contenu de l'information qui siège à l'intérieur des génomes, sans en avoir l'air, change beaucoup de choses. Il y aura en avant et en après la révolution génomique. Dans 1000 ans, dans 10 000 ans, dans 100 000 ans, en pensant à l'histoire de l'humanité, on ne pensera pas à l'iPhone, on ne pensera probablement même pas au moteur à explosion. Par contre, on pensera à la première fois où l'homme aura ouvert et feuilleté les pages du livre des espèces qui l'entourent et du livre, évidemment, de sa propre espèce. Et c'est pour vous parler de ce que l'exploration des génomes est en train de changer, ou a déjà changé, que s'inscrit ce colloque Wright 2016. Nous aurons, comme il vous a été mentionné, 4 conférences, chacune d'entre elles traitant dans domaines différents, mais toutes très directement affectées par les problèmes et les progrès de la génomique. Aujourd'hui, nous ouvrons le colloque avec le professeur Buck, Linda Buck, qui nous parlera de sa découverte de la plus grande famille de gènes présente dans les génomes de vertébrés. Avec elle, nous allons donc parler de l'identification de gènes au service de la compréhension des mécanismes de base de la biologie. Demain, nous écouterons le professeur Snyder, qui est ici présent et qui dirige le Centre de génomique et de médecine personnalisée de Stanford. Il nous parlera de ce que la caractérisation génomique individuelle chez l'humain va changer dans notre compréhension des maladies et dans notre façon de traiter ces maladies. Puis jeudi, Svante Pääbo nous parlera d'évolution. Il nous parlera de notre histoire, à nous les hominidés, et en particulier du séquençage du génome d'une espèce cousine, l'homme de Néandertal, et de ce que ce séquençage nous dit sur notre propre évolution, sur notre propre espèce. Et finalement, nous clôturerons ce colloque vendredi avec une conférence du philosophe Peter Sloterdijk qui nous fera partager sa réflexion sur le futur de notre espèce. Alors pourquoi est-ce que la révolution génomique affecte cette réflexion? Eh bien simplement parce que non seulement nous pouvons aujourd'hui séquencer la totalité du génome d'un individu, mais nous pouvons également le modifier. L'idée est donc ici, lors de ces 4 conférences, de transmettre non seulement la connaissance scientifique pour nous grandir, pour nous élever, pour nous rendre plus conscients de ce qui nous entoure, et peut-être aussi, comme le suggérait mon collègue précédemment, faire naître quelques vocations parmi les plus jeunes d'entre nous, mais aussi d'accroître notre capacité à discerner le vrai du faux et de fournir un substrat solide et structuré à une réflexion. Et ceci est particulièrement critique dans notre beau pays, qui, contrairement à ses voisins, fait souvent confiance à son peuple lorsqu'il s'agit de prendre des décisions à propos de sujets relativement pointus. Et donc voilà pour le choix de la thématique de ce colloque pour cette année, et ainsi également pour le rôle que nous espérons, à la fois la Fondation Wright et l'Université de Genève jouer au sein de la Cité.
Voilà, restez avec moi, Yvan, quelques secondes. Je vous parlais de ne pas éteindre vos téléphones portables, de les mettre sur silencieux. Pourquoi? Comme vous le savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura une partie de questions-réponses à la suite de la conférence de Linda Buck. Il y aura les traditionnels micros qui circuleront dans la salle. On vous encourage évidemment à poser des questions, en français ou en anglais à nouveau. Et cette année, on va tester une nouvelle manière de fonctionner aussi, puisqu'on va vous donner la possibilité, à vous, mais aussi à ceux qui nous regardent via le live stream Internet, qui ne sont pas là ce soir, de poser des questions à travers Twitter. Donc pour cela, on vous invite à vous connecter sur le réseau Wi-Fi de l'Université de Genève, c'est Guest Unige, et à utiliser Twitter en mentionnant le hashtag, donc le dièse, ColloquWrite. Posez vos questions à travers ce biais-là, et Yvan va les trier et va les relayer aussi durant la discussion à nos deux panélistes. On vous encourage vraiment à le faire. Posez des questions là que vous n'oseriez peut-être pas poser avec le micro à la main. C'est l'occasion vraiment de le faire. Voilà, maintenant, mesdames et messieurs, place à notre conférencière de ce soir. Merci. Alors, je vais faire très court. Nous avons donc aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'accueillir Linda Buck. Pour mentionner très brièvement son parcours, Linda Buck, après avoir reçu un doctorat en immunologie de l'Université du Texas, rejoint pour un stage postdoctoral le laboratoire de Richard Axel à l'Université Columbia à New York. C'est là qu'elle va identifier les premiers membres de la superfamille des gènes codant pour les récepteurs à odorants. Elle établit ensuite son propre laboratoire à Harvard, puis migre sur la côte ouest des États-Unis et à Seattle, où elle poursuit aujourd'hui ses recherches. Son parcours tout à fait remarquable a été jalonné de découvertes importantes et nombreuses, et de récompenses prestigieuses, trop nombreuses pour les citer ici. Mais je vais tout de même mentionner évidemment le prix Nobel, qui a déjà été mentionné précédemment, qui lui a été attribué en 2004, justement pour sa découverte des gènes codants pour les récepteurs odorants. Je vais donc laisser la parole à Linda Buck, qui va nous faire voyager dans un système sensoriel présent chez tous les vertébrés, un système qui nous permet d'extraire de l'information du monde extérieur, du monde chimique qui nous entoure, qui nous permet de transformer ce monde chimique en percepte qu'on appelle une odeur. Dear Linda, welcome in Geneva. We're glad and honored to have you here. Chère Linda, nous sommes ravis de vous accueillir ici à Genève. Vous avez la parole.
Merci beaucoup, Yvan, de m'avoir présenté de façon si aimable. C'est un honneur pour moi que d'être parmi vous ce soir, de m'inscrire dans la série de colloques Wright 2016 intitulée « La révolution génomique ». Je tiens à remercier la Fondation Wright, Thierry Courvoisier, son président, ainsi que le comité scientifique, son organisateur Yvan Rodriguez, qui m'ont invité à participer à ce colloque cette semaine et qui ont constitué un programme de tout premier plan avec des manifestations et des discours. J'espère que vous pourrez voir le son et lumière que j'ai vu hier soir et qui était vraiment tout à fait spectaculaire. Je saisis également cette occasion de remercier Olivier de Cibourg pour le rôle qu'il joue dans ce colloque et pour son rôle très important de journaliste qui apporte la science au public, ce qui, après tout, est l'objectif des colloques de la Fondation Wright et des autres activités de la Fondation. La révolution génomique est un sujet qui arrive à point nommé. Il est excellent d'en parler dans un colloque puisque ces dernières années, nous avons assisté à une véritable explosion de nouvelles technologies génomiques. Comme on vous l'a déjà dit, on a procédé au séquençage de l'intégralité du génome, c'est-à-dire de tous les gènes de l'être humain et de nombreuses autres espèces. Des fonctions ont été identifiées pour des gènes spécifiques et l'on a vu également l'identification des gènes impliqués dans un certain nombre de maladies. Dans le domaine de la neuroscience, qui est mon domaine d'étude, la révolution génomique a apporté des outils nouveaux qui nous permettent de commencer à comprendre comment le cerveau génère des pensées, des perceptions et des émotions. Tout ceci reste encore largement voilé de mystère, mais les outils sont en train d'être mis en place par la révolution génomique et s'avèrent très importants pour nous aider à déchiffrer le fonctionnement du cerveau. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment nous avons utilisé certains de ces outils génomiques pour essayer de comprendre le sens de l'odorat, un des 5 sens qui nous permettent de percevoir le monde qui nous entoure. Par le biais de l'odorat, les êtres humains et les mammifères peuvent percevoir un grand nombre de produits chimiques du monde qui les entoure comme ayant une odeur spécifique. Ces odorants, comme nous les appelons, sont des petites molécules volatiles dont la structure est très différente. Et certaines de ces structures différentes sont perçues comme ayant des odeurs différentes. Le système olfactif, c'est le système qui couvre le sens de l'odorat, et qui est caractérisé par une sensibilité incroyable et un pouvoir de discrimination étonnant. Une toute petite modification de la structure d'une molécule peut en effet changer la manière dont elle provoque une odeur chez l'être humain. Il y a 2 structures que vous voyez ici à l'écran qui se ressemblent beaucoup, et l'une a l'odeur de la poire, l'autre de la banane. Outre ces odorants qui sont perçus comme des odeurs, le système olfactif chez les animaux détecte également ce que l'on appelle des indices sociaux, qui passent par des phéromones. Les phéromones sont des produits chimiques qui sont libérés par des animaux et qui agissent sur les membres de la même espèce pour stimuler des changements hormonaux ou pour stimuler des changements de comportement tels que l'agression ou l'accouplement. Le système olfactif des animaux détecte également les odeurs des prédateurs qui peuvent provoquer une réponse de crainte instinctive. Au fil des années, nous nous sommes penchés en particulier sur 2 questions qui nous sont semblées intéressantes. Tout d'abord, comment se fait-il que l'on puisse détecter autant d'odorants différents? Et deuxièmement, de quelle manière le système nerveux traduit-il ces divers produits chimiques en perception d'odeurs différentes et en réactions correspondantes? Les souris ont 2 voies olfactives. La principale, que l'on trouve également chez l'être humain, qui passe par le nez
et l'autre qui est réservé à un organe spécifique de la souris, l'organe voméronasal. La cavité nasale peut permettre de détecter certains systèmes, certains odorants qui se trouvent dans la cavité nasale par le biais de l'épithélium olfactif. Les signaux sont transmis au cortex olfactif. De là, les signaux d'odeur se rendent dans les zones corticales supérieures, qui sont importantes pour la perception des odeurs ou la discrimination entre les odeurs, mais aussi vers des zones plus profondes du cerveau qui contrôlent les émotions et les réactions plus fondamentales que l'accouplement ou le comportement parental. En ce qui concerne en revanche l'organe voméronasal ou VNO et la voie voméronasale détectent principalement des indices sociaux et des informations venant de ces organes se rendent jusqu'au bulbe olfactif accessoire, puis ensuite à des zones profondes du cerveau impliquées également dans les réactions et les émotions plus fondamentales. L'épithélium olfactif du nez contient des millions de neurones olfactifs qui chacun étendent des structures ressemblant à des cordes que l'on appelle des cils, qui sont les endroits où le neurone détecte les odorants présents dans la muqueuse nasale. Dans nos premières études, nous nous sommes demandé comment il se faisait que ces cils puissent détecter des odorants. Quelle était la base moléculaire de cette détection? Dans ces études, Richard Axel et moi avons détecté ou découvert la famille des récepteurs des odorants, une famille qui est la plus grande famille de gènes connue. Les souris ont à peu près 1000 récepteurs d'odorants différents et les êtres humains en ont 300 à peu près. Ça représente 1 à 3% de tous les gènes du génome. Ici, vous voyez une représentation schématique d'un récepteur d'odorant OR dans la membrane, avec 7 domaines transmembranes, donc passe de part et d'autre de la membrane à 7 reprises. Les petites boules rouges détectent les acides aminés qui détectent les protéines, et les autres sont particulièrement variables d'un OR à un autre. Cet élément très variable, cette hypervariabilité dans la séquence des acides aminés de la protéine, est ce qui permet à des OR différents de détecter des odorants différents. Vous voyez ici la représentation schématique d'un récepteur d'odorant. Voici les molécules d'odorant qui finissent par pénétrer dans une poche dans le plan de la membrane formé par la combinaison de ces domaines transmembranes et à ce moment-là stimulent les récepteurs qui activent les neurones de sorte que le neurone transmet les signaux au bulbe olfactif du cerveau. Avec le séquençage du génome humain aux alentours de l'an 2000, nous, avec d'autres chercheurs, nous sommes demandé de quelle manière les gènes OR étaient organisés sur les chromosomes. De façon tout à fait étonnante, les études que nous avons réalisées ont montré que les gènes OR se trouvent sur la plupart des chromosomes humains. Idem chez la souris. Très souvent, on rencontre des groupes ou des grappes de gènes OR, comme vous les voyez ici. Les verts sont des gènes intacts. Alors, chez les êtres humains, ce sont des pseudogènes qui ne sont pas fonctionnels et qui sont représentés ici en rouge. Comme pour d'autres gènes, les gènes OR sont composés d'une série ou d'un brin d'ADN. Lorsque le gène OR est exprimé, comme on le dit, une copie ARN est réalisée de ce gène qui, à son tour, est traduite en protéines. Suite à la découverte de cette famille de récepteurs d'odorants, nous avons trouvé d'autres éléments de cette famille de récepteurs dans cette famille olfactive, y compris une toute petite famille de récepteurs TAR chez la souris et 3 familles de récepteurs
dans l'organe voméro-nasal, les FPR ayant été identifiés par Ivan Rodriguez, ici présent à Genève. La découverte des récepteurs d'odorants, qui est le sujet principal de mon exposé ce soir, a provoqué deux conséquences importantes. Tout d'abord, cela nous a permis de savoir que nous pouvions détecter des récepteurs d'odorants, y compris chez la souris. Et deuxièmement, cela nous a fourni des outils moléculaires et génétiques susceptibles d'être utilisés pour explorer la manière dont le système nerveux traduit les produits chimiques odorants en perception odorante, olfactive. Nous nous sommes donc posés, après la découverte des récepteurs, la question suivante. Comment se fait-il que les signaux venant de 1000 récepteurs différents soient organisés dans le nez et dans le cerveau d'une certaine façon? Dans le nez, comme je l'ai dit, on trouve des millions de neurones sensoriels olfactifs, chez la souris comme chez l'être humain, chacun de ces neurones envoyant un axone unique à une partie du bulbe olfactif du cerveau, pénètre à l'intérieur d'une structure que l'on appelle le glomérule, ce qui permet de transmettre des signaux aux neurones du bulbe cérébral qui sont ensuite envoyés au cortex olfactif. Dans les premières études, nous et d'autres chercheurs avons utilisé des échantillons de gènes OR pour étudier des tranches du système olfactif dans l'épithélium. Et nos études ont montré que l'épithélium olfactif du nez présente une série de cellules qui expriment des ensembles de gènes OR différents. Vous voyez ici 4 zones citées à titre d'exemple ici. Chaque gène OR est exprimé ou exprime un certain pourcentage de ces neurones olfactifs qui sont répartis de manière aléatoire dans ces diverses zones. Lorsque nous avons examiné les gènes exprimés dans des neurones uniques, nous avons constaté que chaque neurone sensoriel olfactif, OSN, n'exprime qu'un des gènes OR qui existent pourtant par milliers. Cette étude nous a montré deux choses très importantes. Tout d'abord, l'information venant d'un OR donné est largement disséminée dans le nez, ce qui montre que les neurones présentant un récepteur pour un odorant spécifique, par exemple la fraise, doivent être mélangés à des récepteurs d'autres odeurs possibles telles que le citron. Deuxième enseignement. Les inputs venant des OR différents sont dissociés, séparés dans le nez, ce qui signifie que chaque neurone du nez envoie des signaux au cerveau qui traduisent la spécificité odorante relative à un odorant donné. Lorsque nous avons examiné le bulbe olfactif du cerveau, nous avons trouvé une situation totalement différente. Nous avons constaté que là, l'axone de ces neurones qui sont répartis dans tout le nez converge en réalité vers un petit nombre de glomérules à deux endroits différents mais spécifiques du bulbe olfactif. Ces glomérules présentent des emplacements similaires chez des individus différents et on ne comprend toujours pas comment cela est possible. Ivan Rodriguez et d'autres chercheurs spécialisés dans les sens olfactifs ont une petite idée de ce qui pourrait pousser les axones à converger au bon endroit du bulbe olfactif. Ensemble, toutes ces études tendaient à prouver que la famille des OR, où les informations correspondantes étaient fortement distribuées dans le nez, dans l'épithélium olfactif, mais que dans le bulbe olfactif, tout ceci était transformé en une carte sensorielle semi-stéréotypée qui est à peu près la même chez des individus différents. Il faut relever que les deux emplacements
rassemble des informations venant de zones différentes du nez. Il semble donc qu'il y ait des zones qui soient dédiées à un OR spécifique, alors que dans le cortex olfactif, le niveau supérieur de la voie olfactive, les choses changent à nouveau, mais on ne sait pas exactement de quelle manière les inputs olfactifs sont organisés. Apparemment, ils sont à nouveau distribués très largement. Une autre question très importante qui a été posée dès le début était de savoir comment la famille OR génère une multitude de perceptions d'odeurs différentes. Nous avons constaté, lorsque nous avons testé des odorants différents mais apparentés, qu'un OR spécifique pouvait reconnaître des odorants différents et qu'un odorant pouvait être reconnu par des OR, des récepteurs d'odorants différents et multiples. Mais différents odorants étaient reconnus par des combinaisons de récepteurs d'odorants différents, ce qui donne à penser que la famille OR est utilisée d'une manière combinatoire pour encoder des identités d'odorants. Des odorants différents sont reconnus par des combinaisons de récepteurs différents et donc codés par des combinaisons différentes. Chaque OR conserve néanmoins un composant du code pour plusieurs odorants différents, ce qui est un peu en rapport avec la manière dont diverses lettres de l'alphabet peuvent être utilisées de manière différente pour former des mots très différents les uns des autres. Cette étude nous a permis également de comprendre un certain nombre de caractéristiques assez étonnantes de la perception des odeurs par l'être humain. Comme je l'ai déjà dit, les modifications de la structure d'un odorant peuvent parfois changer l'odeur perçue. Nous avons constaté, en prenant des odorants présentant des structures similaires mais des odeurs perçues différentes chez l'être humain, par exemple l'odeur rance et aigre par rapport à l'odeur sucrée et boisée, que dans chaque cas, les structures différentes étaient reconnues par des combinaisons différentes de récepteurs d'odorants. Si vous changez la structure d'un odorant, même un tout petit peu, on peut changer son mode combinatoire qui peut à son tour changer l'odeur perçue. Même si chaque odorant n'était reconnu que par 3 récepteurs différents, ce codage combinatoire pourrait générer, en théorie, des millions de codes d'odeurs différents. Ce qui, à son tour, peut expliquer comment il est possible non seulement de détecter un grand nombre d'odorants, mais aussi de les distinguer les uns des autres, même si leur structure moléculaire est assez similaire. Nous avons également constaté qu'un changement de la concentration d'un odorant peut modifier également son code de récepteur combinatoire. Lorsque l'on augmente la concentration, il y a des OR supplémentaires qui sont recrutés pour la réponse olfactive, ce qui peut expliquer pourquoi certains odorants peuvent avoir des odeurs perçues différentes lorsque la concentration varie. Ces premières études indiquaient donc que le code spatial pour un odorant dans le nez était un ensemble distribué de neurones exprimant chacun un composant avec des codes de récepteurs différents, alors que dans le bulbe olfactif, on trouvait une combinaison spécifique de glomérules qui présentait un arrangement identique chez des individus différents. J'aimerais en venir maintenant à des recherches plus récentes entreprises par nos équipes, où nous avons eu recours à des technologies nouvelles. Dans un cas, une nouvelle technologie génomique et dans un autre, une technologie connexe, mais qui utilise des virus pour cartographier les circuits neuronaux dans le cerveau. L'organisation que nous avons découverte dans le nez et dans le bulbe olfactif pose un certain nombre de questions sur la structure du système olfactif, sur sa création au cours du développement. Et l'une de ces questions est de savoir comment le neurone sensoriel olfactif, OSN, n'exprime qu'un des gènes
parmi les milliers qui existent. Les neurones sensoriels olfactifs, OSN, ne vivent que quelques mois, ne durent que quelques mois et sont sans cesse remplacés à partir d'une couche sous-jacente de cellules souches. Ça, c'est le lumen nasal, la surface de l'épithélium en haut. Il y a des progéniteurs qui donnent naissance à des précurseurs de neurones, qui donnent naissance à des OSN immatures, qui, à leur tour, se transforment en OSN mûrs, matures. Le gène exprimé par ces neurones change d'un type de cellule à l'autre. On ne sait pas toujours de quel gène il s'agit, mais il y a ce que l'on appelle des gènes marqueurs que l'on peut utiliser pour déterminer le type de neurones d'où ils sont originaires. Par exemple, ici, OMP. Pour étudier comment et quand le neurone active un gène OR pour l'expression, Neeraj, un de nos postdoctorants, a réalisé une étude sur une nouvelle technologie qui s'appelle le séquençage ARN à la cellule près. C'est une technologie qui permet d'étudier tous les gènes exprimés dans une seule et même cellule. Il a donc pris l'épithélium olfactif de la souris, il a dissocié les cellules en cellules uniques, a mis une cellule par tube, puis réalisé une copie ADN complémentaire, réceptrice de chaque ARN figurant dans la cellule. Il a ensuite amplifié ces ADN pour réaliser une bibliothèque d'ADN. Il les a séquencés, ce qui a permis d'identifier le gène exprimé dans chaque neurone, que l'on appelle le transcriptome, puisque le gène est transcrit en ARN. Nous avons ensuite collaboré avec Carl Trabner, qui est un biologue computationnel, et nous avons comparé les transcriptomes de diverses cellules dans chacune de ces quatre grappes ou clusters que j'ai mentionnés, avec une trajectoire linéaire des projecteurs vers les cellules OSN immatures. Et nous avons constaté des vagues de modifications dans les gènes exprimés au cours du développement, depuis les progéniteurs jusqu'aux précurseurs, jusqu'aux neurones immatures puis matures. Et puis, comme vous le voyez en rouge ici, ou dans les couleurs plus claires, on voit ces ondes de clusters de gènes qui évoluent au fur et à mesure du développement. Il y a un total d'à peu près 3000 gènes qui ont été exprimés de manière différentielle parmi les 85 neurones que nous avons étudiés dans cette étude. Donc ces ondes, ces grappes de gènes pourraient contenir des gènes qui sont importants pour ces changements d'un type à l'autre et pourraient modifier la sélection ou l'activation des différents gènes des récepteurs odorants. Alors, pour ce qui est des OR, on les a vus au niveau précurseur jusqu'au début immature, au stade neural, et le nombre d'ARN par cellule qui encode ces récepteurs odorants qui augmente petit à petit et de façon inégale jusqu'en arriver au niveau des neurones mûrs. La plupart expriment un seul récepteur odorant, alors que certains exprimaient un deuxième ou même un troisième dans un cas. Cependant, on a constaté quelque chose de très différent dans les neurones immatures. On s'est rendu compte qu'il y avait des petites quantités de gènes multiples OR exprimés dans l'étape à la phase de neurones immatures, jusqu'à 12 récepteurs odorants exprimés à cette phase immature.
Alors, ça nous a préoccupés. On s'est dit que c'est peut-être un artefact. J'ai dit, bon, d'accord, on ne va pas valider. Dans le nez, on ne va rien publier. Ça nous a pris pas mal de temps pour pouvoir détecter ces très faibles niveaux d'ARN de récepteurs odorants. Mais finalement, nous y sommes parvenus. Et mon collègue a pu valider l'expression de plus d'un gène OR par cellule dans une coupe dans le nez en utilisant des sondes colorées reconnaissant des ARN OR différents, comme vous voyez ici. Donc, il l'avait surtout dans l'animal néonatal, où vous avez beaucoup de neurones immatures, très peu chez l'animal adulte, où la plupart des neurones sont matures. Donc, comme je l'ai dit auparavant, les gènes OR se retrouvent sur la plupart des chromosomes, chez l'humain et chez l'animal, et ça se présente sous forme de grappe la plupart du temps. Alors on s'est dit, comment obtenir cette expression de gène ER dans un seul neurone? On s'est dit peut-être un seul emplacement, un seul site était activé sur un chromosome particulier et au début il y aurait une expression de faible quantité de gènes OR au même endroit. Mais on s'est rendu compte, ce qu'on a découvert, c'est qu'un seul neurone pouvait contenir des gènes qui se trouvaient jusqu'à 7 gènes chromosomes. Donc, apparemment, il arrive à activer ces gènes qui se retrouvent dans le neurone, encore une fois, en utilisant ces sondes bicouleurs. On s'est rendu compte que ces gènes OR exprimés dans le même neurone s'exprimaient toujours dans la même partie du nez ou dans des zones où il y avait un tout petit chevauchement. Et donc, nous nous sommes dit que lorsque les neurones immatures, au début, activent les gènes OR multiples, ils sont limités à des substrats de zones particuliers. Et avec le temps, au fur et à mesure que le neurone évolue, il arrive à exprimer un seul gène OR à l'étape mature. On ne sait pas comment ça se fait. C'est justement ce que nous sommes en train d'étudier. On souhaiterait comprendre les mécanismes pour commencer à activer ces gènes et les mécanismes qui active le système de réduction, puisqu'on passe de multiples à un seul, avoir une expression chez le neurone mature. Maintenant, nous passons à un autre chapitre. Je vous avais dit qu'auparavant, dans les animaux, les odeurs peuvent susciter des comportements différents, des changements hormonaux. Alors les phéromones, comment est-ce qu'ils contrôlent les hormones sexuelles? Comment est-ce que l'odeur du prédateur donne lieu à cette peur, et comment est-ce que certains odorants suscitent ces sensations de plaisir, et comment est-ce que certaines odeurs stimulent les appétits? Quels sont les circuits neuraux qui contrôlent tous ces mécanismes? Les souris réagissent tout de suite par une expression de peur s'ils sentent un prédateur, ils ont un comportement de peur, ils essayent de s'échapper, ou s'ils n'arrivent pas à s'échapper, ils s'immobilisent, ils ne bougent plus, et il y a une augmentation dans le sang des hormones liées au stress. Et les êtres humains manifestent les mêmes réactions à la peur et au stress, comme on le voit dans le tableau de Munch à droite. Donc, Kunio Kondo, un autre étudiant postdoctorant, voulait étudier la façon dont ces odeurs de prédateurs peuvent susciter ces réactions de peur. Il a décidé de s'intéresser à un tout petit ensemble de neurones dans l'hypothalamus du cerveau.
les neurones CRH, l'hormone qui libère la corticotropine, et vous les voyez en grappe ici, en bilatéral, dans la toute petite partie de l'hypothalamus. Et ces neurones contrôlent les augmentations des hormones de stress en réaction à des odeurs de prédateurs ou en réaction à d'autres situations de stress ou de peur. On les retrouve également chez l'être humain en cas de peur ou de stress, comme on le voit chez la souris. Donc on s'est dit, en essayant de comprendre ces expressions de peur ou de stress, pas dues à une odeur de prédateur, parce que nous ne sommes pas aussi sophistiqué pour sentir les prédateurs, mais un voisin m'a envoyé un courriel en disant qu'il y avait un ours dans le voisinage, et je n'avais jamais entendu parler d'ours dans le voisinage, donc j'ai un petit peu peur de me promener dans le jardin la nuit. Mais enfin, en général, on n'a pas besoin d'avoir peur des prédateurs parce qu'ils ont davantage peur de nous et nous évitent autant que faire se peut. Alors pour étudier ces circuits neuraux et la réaction de peur aux odeurs de prédateurs, et pour étudier d'autres circuits neuraux, nous utilisons des virus qui ressemblent à la rage de la souche Bartha cré-dépendante. Donc, ce ne sont pas des virus de rage, ce sont plutôt des virus d'herpès. Et je ne vais pas rentrer dans les détails et pour vous expliquer pourquoi ils dépendent de cette recombinase crée, mais ce que je peux vous expliquer, c'est que cela affecte un neurone qui a été créé pour exprimer du CRE. Les virus vont se répliquer dans ce neurone et ensuite passer à d'autres neurones en amont, et donc cela va nous donner une chaîne de neurones connectés qui sont en train de transmettre des signaux. Donc l'idée, on la voit ici à l'écran. Si ça vous intéresse, ces circuits olfactifs, on injecte un PRV cré-dépendant dans le cortex olfactif avec les neurones CRH, et il y a réplication, passe au cortex olfactif, l'amygdale voméronasale, au bulbe olfactif, et si on a de la chance, l'épithélium olfactif et au VNO. Donc, ce confrère était intéressé par le cortex olfactif, qui voulait savoir s'il y avait une partie particulière du cortex olfactif ou de l'amygdale voméronasale qui était responsable de la réaction de stress à l'odeur de prédateur. Cela parce que le cortex olfactif qui reçoit des intrants du nez est extrêmement complexe et ce n'est pas quelque chose que nous comprenons. Il y a environ 11 zones différentes et on ne sait pas vraiment ce que font ces zones différentes. On a des pistes quant à ce que pourraient faire certaines de ces zones, mais on n'en sait pas trop, et l'amygdale contient également 2 zones différentes. Donc, il a utilisé des PRV cré-dépendantes, les a introduits dans les neurones qui expriment le cré. Il a attendu un certain laps de temps et il a fait des coupes dans le cerveau pour voir où se trouvaient ces virus après avoir affecté les neurones. Et ce qu'il a découvert, c'est que le virus avait voyagé dans différentes zones, à savoir que les neurones avaient reçu d'autres informations, d'autres messages, d'autres régions du cerveau. Et 31 zones sont en amont et envoient directement ces messages. Et il y a également d'autres connexions indirectes. Donc parmi ces zones, dans le cortex olfactif et l'amygdale voméronasale, mon confrère a découvert qu'un des neurones infectés au PRV dans 5 des 11 zones du cortex olfactif et dans les 2 zones de l'amygdale voméronasale, ce qui nous fait penser, enfin, on ne savait pas vraiment comment ça se passait,
Mais on s'est dit qu'une piste pourrait être la suivante. Ces zones différentes envoient les mêmes signaux relatifs aux prédateurs à ces neurones. Alors, pour explorer cette piste, Cuneo a exposé des souris à 2 odeurs de prédateurs, l'urine de lynx et l'odeur d'un renard, TMT. Et ensuite, il s'est demandé où se trouvaient les neurones PRV dans les zones olfactives qui étaient activées par ces odeurs de prédateurs. Et ce qu'il a découvert, il y avait qu'une seule zone toute petite du cortex olfactif qui a fait état d'une activation de neurones PRV, l'empire. Et on a été un petit peu étonnés parce qu'on n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. Ça existe, ça on trouve dans l'atlas du cerveau, mais c'est une toute petite zone. Et nous nous sommes dit, c'est quand même intéressant. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Est-ce que cette zone participe vraiment à cette réaction à l'odeur de prédateur? Alors, pour creuser cela davantage, Cuneo a utilisé ce qu'on appelle une démarche chimiogénétique. Donc, il a utilisé ce qu'on appelle des DREADS, des récepteurs qui sont activés exclusivement par des médicaments designers. C'est donc un médicament synthétique qu'on appelle le CNO. Et les récepteurs, ce sont des récepteurs qui ont subi une mutation, qui sont affectés et activés par le CNO et suscitent soit une activation neuronale ou alors un étouffement neuronal. Donc, il a injecté un virus, non pas un PRV, mais un autre type de virus, encodant soit le DREAD activé ou le DREAD qui développe ce silence. Et en activant ce DREAD, il a donné de CNO à l'animal. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il a constaté une poussée, une flambée de hormones de stress dans le sang de l'animal. Et il a vu également l'activation de neurones CRH, ce qui lui a fait penser que les neurones dans l'empire pourraient activer ces neurones CHR et donc activer ces niveau de hormones de stress dans le sang, comme il y a réaction de peur à l'odeur du prédateur. Quand il les a étouffés, la CNO synthétique a donné lieu à une diminution de la réaction des hormones de stress, et donc les 2 études nous font penser que l'empire joue un rôle très important dans les réactions au niveau des hormones de stress, réaction à ces odeurs de prédateurs. Et ce qu'on voudrait maintenant savoir, c'est ce qui se passe avec les autres neurones que nous avons vus impliqués, neurones activés au PRV dans les autres zones du contexte. J'y reviendrai par la suite. Alors, ce qui nous a interpellés, comme je l'ai dit auparavant, les odeurs de prédateurs occasionnent cette réaction de stress et un comportement particulier. Et ce comportement particulier, c'est l'immobilisation. Si l'animal arrive à s'échapper, mais si vous le mettez dans une cage et vous l'exposez à une odeur de prédateur, il va s'immobiliser, s'imaginer que s'il ne bouge pas, le prédateur ne le verra pas. Alors Cuneo a découvert que contrairement à la réaction des hormones de stress où on inhibe l'empire et cela inhibe la réaction, là, si on inhibe l'empire, on n'a pas du tout de réaction au niveau du comportement d'immobilisation, que l'empire est important dans la réaction des hormones de stress. L'autre composante comportementale n'est pas activée par l'empire. Donc, on souhaiterait savoir quelle est l'autre zone du cerveau qui suscite cette réaction comportementale.
Et dans un autre laboratoire, on a trouvé une autre zone du cortex olfactif qui serait responsable de ce comportement d'immobilisation en cas d'odeur de prédateur. Alors, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que les neurones en amont CRH font dans les autres zones du cortex, également dans l'amygdale voméronasale, bien qu'on ait déjà une petite idée quant à ce qui s'y passe. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a découvert, et cela correspond à ce qui a été découvert par d'autres chercheurs dans d'autres études, que certains odorants qui plaisent aux souris peuvent en fait bloquer la réaction des hormones de stress lorsqu'il y a une odeur de prédateur. Et ça a été publié, TMT, qui occasionne également un comportement d'évitement. Donc l'animal va se mettre dans un coin de la cage et ne va pas se rapprocher d'un morceau de papier avec de l'odeur TMT, et que certains odorants peuvent bloquer ce comportement. La souris va aller jusqu'au morceau de papier, va peut-être le transporter dans la cage et même la mâchonner. Donc, avec des odorants attrayants, on arrive à bloquer la réaction des hormones de stress à l'odeur de prédateur. Donc, notre confrère John Lee est en train d'étudier dans le cerveau pour voir comment cela fonctionne, comment est-ce qu'on bloque ces réactions de peur ou de stress, qu'est-ce qu'il y a d'autres réactions qui sont bloquées. Et cela nous fait penser à quelque chose dont on a déjà entendu parler, à savoir l'aromathérapie et tout ce qui pourrait nous faire de bien. Alors, il se peut que les effets justement de ces odeurs agréables induisent cette sensation de bien-être, et peut-être à l'avenir on pourra étudier cela de plus près, mais je ne sais pas si on aura une bourse fédérale pour étudier les bienfaits de l'aromathérapie. En tout cas, pas demain la veille. Je souhaiterais remercier tous ceux qui ont participé à ces travaux. Donc, vous voyez leur nom à l'écran. Ils ont participé à mes travaux. Je souhaiterais également remercier nos collaborateurs à l'ERC au Japon, à l'Université de Washington, à l'Université de Californie à Berkeley, au Centre de recherche sur le cancer Fred Hutchinson et à l'École de médecine Harvard, ainsi que nos confrères qui nous ont donné nos souris créées CRH. Beaucoup de ces étudiants post-doctorants ont créé leur propre laboratoire et ont formé leurs propres étudiants et leurs autres post-doctorants. Donc, il y a un effet boule de neige et cela nous permet de mieux comprendre le système olfactif et l'intervention du cerveau. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de vous faire cette présentation. Merci beaucoup. Thank you. Thank you, Linda Bach, for this fascinating... Merci Linda Bach de cette présentation. Je vous propose de vous asseoir. Comme vous le savez, je suis passée à l'anglais. Casque de traduction. On va passer... Stay with us, Linda. Stay on this... Oh, sorry. Oh, yours, yes. Effectivement, je vais chercher mon écouteur. Donc, on a un deuxième intervenant ce soir qui, lui, fera une présentation demain soir, Michael Snyder. Il est professeur de génomique à l'université de Stanford. Bienvenue, professeur Michael Snyder. Yes. So maybe first question to you, Michael. Première question pour vous, Michael. J'imagine que beaucoup d'autres personnes viendront vous écouter demain soir, mais en quelques secondes, pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que vous faites? Quel est votre travail au quotidien? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille à l'université de Stanford, je suis généticien. Nous avons inventé beaucoup de technologies qui nous permettent de caractériser les génomes, les molécules qui composent le génome. Nous analysons également les maladies, on étudie
quels sont les médicaments qui pourraient être utiles pour traiter le cancer et également pour les maladies orphelines. On essaye de séquencer les génomes et nous avons également séquencé les génomes de personnes en bonne santé pour essayer de prédire un petit peu quelles seraient les maladies qui les affecteraient à l'avenir. Donc, et également développer des médicaments. Donc, si cela vous intéresse, savoir comment les génomes affectent les maladies et comment ça pourrait vous être utile à vous, eh bien, voilà ce qui fera l'objet de ma présentation demain soir. Alors, Linda, ces dernières diapositives, vous avez publié ces articles dans Nature, si je ne me trompe, et vous avez répondu en partie à la question de savoir si l'odorat est quelque chose d'inné ou de l'acquis. Est-ce qu'on peut répondre à cette question? En tout cas, chez l'animal, les réactions à certains odorants relèvent de l'instinct. Chez l'humain, on ne le sait pas. J'imagine que nous avons des réactions innées. Pourquoi est-ce que les gens réagissent de la même façon aux fleurs, par exemple, ou à des aliments par rapport à des odeurs de pourri? Et l'un des récepteurs TAAR qu'on retrouve chez l'être humain également, on sait que l'un de ces récepteurs TAAR chez l'être humain reconnaît l'odeur du poisson pourri, pas l'odeur du poisson frais, mais l'odeur du poisson pourri. Et la plupart des gens trouvent ça absolument dégoûtant et vont éviter tout ce qui est aliments pourris. Donc, il y a quand même des réactions innées. Vous avez parlé de ces 350 gènes qui concernent l'odorat, mais de ces 350, 50, il y a des variations de 50 entre les différents êtres humains, donc on ne sent pas tous de la même façon. Écoutez, c'est certainement vrai, vraisemblablement, mais on ne l'a pas encore vraiment déterminé une fois pour toutes, parce qu'en fait, c'est très difficile à analyser et savoir quels que reconnaissent ces récepteurs individuels. Il y a des cas où il y a eu des changements chez la personne qui donnent lieu à un changement de perception. Donc tout cela, ça existe en théorie. On constate des changements au niveau des récepteurs. Si on regarde comment ça se passe chez un individu par rapport à un autre, mais on n'a pas très bien compris. On a également creusé cette idée. Et il y a une grande diversité de perceptions. Vous savez que pour les tests à l'aveugle, les gens qui participent à ces tests à l'aveugle ont des sens, des récepteurs beaucoup plus sophistiqués. Les gens arrivent à former, à éduquer ces récepteurs. Alors, très souvent, on fait des tests et si la personne ne réagit pas, alors on leur demande de ne pas participer à ce genre d'études, mais ce serait intéressant de voir l'aspect génétique. Peut-être vous allez pouvoir en fait rencontrer des gens qui vous attirent simplement parce que vous êtes attiré par leur odeur. C'est vraiment de la médecine un petit peu dans le sens de la médecine personnalisée. Alors, vous sentez quelque chose et ça vous rappelle tout de suite un petit peu comme la Madeleine de Proust, quelque chose que vous avez connu par le passé. Est-ce que vous connaissez les liens entre le système olfactif et la mémoire? Non, on ne sait pas comment ça se passe. C'est quelque chose qui suscite toutes sortes de remarques. On le sait que le parfum nous rappelle ce qu'on avait vécu et je crois qu'on finira par comprendre. Enfin, j'espère que ce sera encore de mon vivant. On n'a pas très bien compris comment travailler ces circuits neuraux, on ne comprend pas la perception, on ne comprend pas comment le cerveau fonctionne suffisamment bien pour savoir où ça se passe dans le cerveau.
je vous avais posé la question avant l'entretien et vous avez parlé de ces nouvelles technologies qui nous permettent de creuser davantage. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Et peut-être Michael aussi pourra intervenir parce que j'imagine que vous utilisez ces nouvelles technologies au quotidien. Alors, il y a une nouvelle, toutes sortes de nouvelles techniques qui ont été développées ces dernières années pour étudier le cerveau. On les utilise surtout sur des souris pour voir un petit peu ce que font les neurones dans différentes zones du cerveau, comment la mémoire fonctionne, comment l'évitement fonctionne, comment ça se passe. Donc, il y a des méthodes qui vous permettent d'éclairer une partie du cerveau, activer des neurones. Il y a également la génétique chimique que nous utilisons. Michael? Alors, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Il y a des trillions de neurones qui interviennent. C'est assez compliqué par rapport aux connexions multiples qui se font. Donc, ça représente un effort non négligeable pour faire une cartographie de toutes ces voies d'activation. Donc, ça représente une somme de travail. Il y a des grands projets qui sont mis en œuvre justement pour faire cette cartographie. On aura besoin de nombreuses méthodes évoquées par Linda, étudier chaque cellule pour voir un petit peu quels sont les gènes qui sont allumés, qui s'éteignent. Donc, c'est un énorme projet qui va faire intervenir des centaines de laboratoires. Vous pensez qu'on va y arriver? Oui, enfin, j'espère bien. Je crois qu'on va apprendre des choses assez fondamentales. Oui, je pense qu'on va pouvoir faire du sur-mesure avec ces récepteurs et lier cela à des comportements pour essayer de voir du point de vue génétique pourquoi certains réagissent à certaines odeurs et d'autres ne le font pas. Il y a des cas d'ailleurs où des récepteurs ont été identifiés chez l'être humain qui déterminent la façon de détecter l'odorant ou pas, mais ça ne se fait que dans quelques cas. Il ne faut pas oublier ce code combinatoire. Quand vous sentez une fleur, ce n'est pas un seul odorant, c'est une combinaison d'odorants. Et ce mélange de ces odorants va modifier la sensation. Donc, ce que je vous disais, où on arrive à bloquer un comportement instinctif grâce à des odorants, vous pouvez avoir des odorants qui se battent les uns avec les autres pour modifier la perception dans le cerveau. Donc, c'est assez complexe comme cheminement. Il y a des centaines de millions de neurones dans le cerveau de la souris et c'est un cerveau qui est 1000 fois plus petit que le cerveau de l'être humain. Donc, vous imaginez le défi que cela représente. Maintenant, y a-t-il des questions dans la salle? Merci pour votre venue, professeur, de vous être déplacé dans cette petite ville de province, quoique. J'ai cru comprendre que les souris avaient un odorat plus développé que nous. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est combien de personnes ont été nécessaires pour établir des lignes, des règles générales qui sont devenues quasiment des lois biologiques. Deuxième question, est-ce que les industries, lesquelles vous soutiennent, dans quel but? Et la dernière, est-ce que vous avez intégré dans vos expériences des malades? Comment s'appelle cette maladie quand on ne sent plus rien? Je vous remercie. Est-ce que je résume? On vous a compris. On laisse la traduction. La première question est de savoir combien de laboratoires sont nécessaires pour découvrir tous ces codes combinatoires, par exemple. Sorry. Can you translate? Can you ask your question again? La question, c'est combien d'individus ont été nécessaires, ont dû être étudiés pour que vous pouviez établir ces règles et ces quelques lois? Et l'autre, c'est est-ce que vous avez des industries, dans quel but, qui vous aident aussi financièrement? Oh, the number of
Ah, le nombre de souris, vous voulez dire, que nous avons étudié, je n'en sais trop rien. The people. Les gens qui travaillent dans le laboratoire. Oh, pas tant que cela. Les premières études que nous avons faites sur l'organisation du cerveau, du nez ont été réalisées par un étudiant et un postdoctorant. Ensuite, pour les codes combinatoires, il y a eu un postdoctorant dans mon laboratoire avec d'autres ou 2 collaborateurs au Japon. Et pour ce qui est du bulbe olfactif, ça a été étudié par un postdoctorant seulement et un étudiant de mon laboratoire. En ce qui concerne l'industrie, nous ne sommes pas financés par l'industrie. Nous recevons un financement de l'Institut médical Howard Hughes, qui est une organisation à but non lucratif, et également de l'Institut national de la santé aux États-Unis. S'il vous plaît. En haut. Hello. I have a question. J'ai une question à propos des expériences que vous avez faites sur le séquençage de la cellule unique. J'ai été très impressionné par les résultats et par le fait que vous ayez pu faire une différence entre des types de cellules différentes à une échelle aussi petite sur le plan de l'expression génétique. Vous avez vu qu'il y a certains gènes qui sont exprimés dans certaines cellules et d'autres qui ne le sont pas. Et maintenant, lorsque vous mettez les souris dans un environnement différent, est-ce que vous pouvez influencer l'expression de certains gènes ? Et est-ce que ce schéma d'expression peut se transmettre de génération en génération? En d'autres termes, quel est l'effet de l'environnement sur l'expression de ces récepteurs à ces endroits-là? Il y a des éléments qui donnent à penser que si les animaux sont exposés continuellement à certaines odeurs, il peut y avoir un nombre plus élevé de neurones exprimés dans les récepteurs, en partie parce qu'ils ne meurent pas. Pour ce qui est de la transmission à d'autres générations, on prétend aussi que c'est possible, mais d'autres études sont nécessaires pour le prouver. Ce serait quand même inhabituel. Permettez-moi de revenir sur cette question. Il y a un grand domaine de ce que l'on appelle l'épigénétique. Ça fait longtemps qu'on pensait que tout était dans les gènes, et puis on a découvert il y a quelques années que les gènes étaient importants, certes, mais que les gènes n'étaient pas tout, que l'environnement jouait aussi un rôle. Peut-être pourriez-vous nous dire quelle est l'importance de l'épigénétique? Oui, il s'avère que c'est très très important, effectivement. Par exemple, l'alimentation. Nous savons qu'elle a une incidence non seulement sur vous-même, mais aussi sur les générations futures. Il y a un certain nombre d'études très intéressantes et une magnifique étude qui montre que l'exercice physique modifie directement l'ADN. Par exemple, il y a un groupe en Suède de personnes qui est invité à faire du vélo avec une jambe, et on a constaté que l'ADN était modifié dans une jambe par rapport à l'autre. Donc ça a une incidence directe sur l'ADN. Voilà l'épigénétique. Mais j'en reparlerai demain dans mon discours. Question. Est-ce que c'est plus important les gènes ou l'environnement? Réponse. Ça dépend de l'environnement. Dans certains cas, l'environnement favorise l'expression des gènes. Le système immunitaire, par exemple, dépend beaucoup de la réponse environnementale, mais certains aspects dépendent de votre réponse génétique aussi. Excusez-moi, j'ai un petit effet Larsen dans mes oreilles à cause du micro. C'est un peu gênant. Il y avait une question ici, sur le devant de la salle. La dame au troisième rang. Merci pour cette excellente intervention. Je pense un peu au Parfum de Patrick Süskind, un livre que vous connaissez sans doute, et qui présente un individu fasciné par les mauvaises odeurs. Et je pense en particulier aux retrievers, les chiens qui sont tout à fait capables de rapporter des objets dégoûtants. Chez les chiens, combien y a-t-il de récepteurs d'odeur? Et qu'en est-il de ces mauvaises odeurs? Comment les perçoivent-ils? Je ne sais pas si ça veut dire que les chiens aiment les mauvaises odeurs. En tout cas, le nombre de récepteurs chez les chiens n'est pas très différent par rapport aux souris.
Mais les chiens ont, évidemment, les chiens sont très sensibles aux odeurs. Apparemment, ils ont beaucoup plus de neurones dans le nez. Est-ce qu'il y a une densité plus élevée de récepteurs également? C'est ce que j'ai lu. Une densité plus élevée, mais aussi, j'ai entendu dire qu'il y avait 300 millions de neurones contre 5 à 10 millions chez les êtres humains. Toujours sur cette même question, il y a une hypothèse selon laquelle on a en quelque sorte perdu une partie du sens olfactif lorsque l'on s'est redressé en tant qu'être humain. Est-ce que c'est une hypothèse qui tient la route? En tout cas, l'organe voméronasal a disparu, ça c'est sûr. On peut même voir des gènes de récepteurs voméronasaux dans le génome, mais il s'agit de pseudogènes, pratiquement à 100%. C'est en quelque sorte un détritus, un déchet de gènes qui subsiste. Les gènes ont peu de récepteurs, mais sont très sensibles aussi aux odeurs. Certains prétendent que peut-être c'est lié à l'augmentation de la vision colorée, qui a développé plutôt le système visuel au détriment du système olfactif. J'en reviens maintenant à ceux qui nous suivent sur Twitter. Y a-t-il des questions? Là, vous m'entendez. Alors, il y avait des questions sur les chiens, mais je pense là qu'on y a répondu. There are some questions about the fact that... Il y a aussi des questions sur le fait que ces neurones sont spéciaux, en ce sens que lorsqu'ils meurent, ils peuvent repousser. Que se passe-t-il lorsqu'un neurone olfactif meurt? Eh bien, il disparaît. Ça n'est pas très différent d'autres cellules épithéliales. Dans la cavité buccale, par exemple, ou sur la peau, ça n'est pas très différent de l'évolution dans ces cas-là. Mais les nouvelles cellules viennent des cellules progénitrices dans l'épithélium. Lorsque les anciennes meurent, d'autres naissent à la place. Le mystère, en fait, c'est de savoir comment les nouvelles cellules, qui choisissent pratiquement aléatoirement un gène à exprimer, savent quel neurone contacter. Comment savent-elles qu'elles doivent s'adresser à un glomérule donné? Il y a une autre question intéressante. Vous avez parlé du stress et des OR qui étaient impliqués pour détecter des molécules déclenchant le stress. Comment est-ce que ça se traduit pour l'être humain? Que savons-nous du stress provoqué par les odeurs chez l'être humain? C'est effectivement une question très intéressante. Moi, j'aimerais bien le savoir. Est-ce qu'il y a des récepteurs d'odeur spécifiques chez les êtres humains qui seraient susceptibles de provoquer le stress? On n'en sait strictement rien. C'est un domaine qui n'a absolument pas été exploré. On revient dans la salle, il y a un certain nombre de questions qui voudraient être posées. Merci beaucoup de cet exposé très intéressant. Au cours de la grossesse, le sens olfactif se développe. Donc c'est assez facile de faire des hypothèses, puisqu'il y a des fonctions protectrices sans doute qui sont en jeu. Mais quand sait-on exactement? Moi, je n'en sais rien. Évidemment, j'y réfléchis tout au long de ma vie. Les femmes enceintes veulent manger des cornichons et de la glace. Mais je ne sais pas s'il y a des explications connues, scientifiques. Je suppose que c'est en rapport avec les changements hormonaux. Il y a des récepteurs hormonaux dans le cerveau qui sont affectés, et les hormones peuvent affecter la perception des odeurs. Il se trouve également qu'il y a des modifications microbiennes, vaginales et autres chez les femmes enceintes. Les femmes enceintes changent beaucoup sur le plan biologique au cours de la grossesse, et ce qui a des incidences aussi sur le comportement. Derrière.
Y a-t-il une différence entre la perception chez les femmes et chez les hommes, ou plutôt chez les souris femelles et les souris mâles, et par extension chez l'homme et chez la femme? On prétend que les femmes sont plus sensibles sur le plan olfactif, mais je ne crois pas qu'il y ait de preuves très tranchées. En tout cas, chez les souris, sur le plan du comportement instinctif, on constate que les phéromones provoquent des comportements différents chez les souris mâles et femelles. Il y a beaucoup de choses qui ont été rédigées dans la presse à propos des phéromones, justement, et du comportement en termes d'accouplement, lorsque les individus aussi reconnaissent leur propre mari, leur propre conjoint en humant le t-shirt, mais enfin, rien n'a été prouvé. Il y a aussi des expériences dans lesquelles les femmes qui vivent ensemble pendant très longtemps ont les règles qui sont synchronisées au fil du temps. Est-ce que ce genre d'étude est importante et a des constats importants? Ça a été étudié effectivement chez des étudiantes polonaises qui partageaient un même dortoir. Et c'est connu depuis des décennies. Je ne sais pas si on a essayé de répéter cette étude, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, si on a pu le prouver. Ça semble être le seul cas, la seule recherche qui ait prouvé ce genre de choses. Donc je ne suis pas certaine que ça soit absolument valable. Mais est-ce que vous croyez qu'il y a des phéromones humains? Je n'en sais rien. Peut-être. En fait, je sais que les moustiques sont attirés par des personnes différentes. Et c'est dû au dioxyde de carbone, dans une certaine mesure. Mais des corrélations ont été établies également entre les bactéries et sur la peau et l'attractivité pour les moustiques. Ça passe donc sans doute probablement par les phéromones ou les composés chimiques correspondants. Donc c'est un fait que les gens sont attirés de manière différente en fonction aussi des bactéries qui figurent sur leur peau. La prochaine fois que vous sortirez, pensez-y. Oui, mais est-ce que ça a un effet sur d'autres êtres humains? Ah, ça, j'en sais rien. En tout cas, ça a une incidence sur l'attractivité chez les animaux. Une question ici, au premier rang. Ah, j'ai un micro ici, moi. Excusez-moi, je ne vous voyais pas. Si je vous ai bien compris, vous avez dit que les êtres humains peuvent percevoir les odeurs de manière différente lorsque la concentration des odorants varie. Est-ce que vous avez des exemples précis? Est-ce que vous pouvez expliquer ça plus en détail? Je ne connais qu'un seul exemple à propos du viotropignol. À une concentration, on a l'impression que c'est une odeur de grappe-fruit, et puis à une concentration plus élevée, ça a une odeur putride. Plus vous augmentez la concentration, plus vous faites appel à des récepteurs supplémentaires, bien sûr. À des concentrations différentes, il y a donc des combinaisons de récepteurs qui sont différentes. Merci. Une question sur le devant de la salle. Comment se fait-il qu'on s'habitue à une odeur au point de ne plus la ressentir ou la percevoir? Ah ben voilà une question très intéressante. Il se trouve que les neurones dans le nez, lorsqu'ils sont exposés de manière continue à un même odorant, cessent d'y réagir et s'habituent. Je vais vous demander, on va retourner vers Twitter avec quelques questions. OK, in the meantime, I'm having Mais entre-temps, j'ai des questions très différentes. Tout semble être réglé par le biais des gènes, y compris les maladies maintenant. Et nous connaissons tous les entreprises sur Internet qui vous proposent de découvrir votre génome pour $1000 ou moins encore pour vous permettre d'établir des diagnostics par rapport à des maladies éventuelles. Mais dans le même temps, les médecins ne sont pas formés pour faire face à cette révolution. Est-ce que les médecins devront l'être ou bien est-ce qu'il faudra s'adresser à des spécialistes de la génétique, à des médecins conseils spécialisés en génétique?
Bon, c'est un problème sérieux et réel. On en reparlera sans doute demain soir. Je ne pense pas que les médecins actuels soient formés du tout. Il va falloir donc modifier l'enseignement en faculté de médecine parce qu'il y a des gens en Californie qui soumettent à leurs médecins des tests génétiques et les médecins ne savent pas quoi en faire. Très souvent, les médecins ne se rendent pas compte non plus qu'il y a certaines maladies comme le cancer pour lesquelles il est très bon de se faire séquencer son ADN. Et tous les médecins n'en sont pas conscients, en tout cas pour certains types de cancers. Donc, il faut vraiment que les médecins soient à jour dans ce domaine qui ne cesse de changer. Il y a une question qui a été posée sur Twitter. Qu'est-ce que l'industrie, par exemple les fabricants d'odeurs ou de l'industrie alimentaire, peut retirer de votre travail sur les récepteurs, sur le traitement de l'information? À votre avis, qu'est-ce qui pourrait intéresser ces industries? Je suppose qu'il y a des responsables de ces industries dans le public. En fin de compte, si on pouvait avoir davantage d'informations sur ce que les divers récepteurs reconnaissent en termes d'odorant, avec l'idée peut-être même de les exprimer tous par le biais de cellules cultivées en culture, les exposer à Chanel numéro 5 par exemple, voir quelles sont les cellules activées. Juste pour comprendre quel est le nombre de cellules activées par un certain nombre d'odorants. Est-ce qu'il est possible de bloquer certaines odeurs et de quelle manière? Je pense que les récepteurs adaptés au goût de chacun sur le plan du fromage ou du vin, ça, c'est quelque chose qui pourrait voir le jour assez prochainement. Il y a encore une question sur le système sensoriel. Ce que vous avez décrit, ça fonctionne chez les souris et chez les mammifères. Mais pour les autres formes de vie qui ne partagent pas ce type de récepteurs, les insectes par exemple, qu'en est-il? Vous le savez, les insectes détectent aussi les odorants. Et la famille de récepteurs que j'ai décrit vient des poissons téléostiques et jusqu'aux êtres humains. Les insectes, quant à eux, ont des récepteurs tout à fait différents qui sont exprimés sur des neurones qui envoient des signaux au cerveau de l'animal. Et c'est très important pour l'insecte puisque ça lui permet de trouver sa nourriture et de s'accoupler. Sans ces récepteurs d'odorants, les insectes ne survivraient pas. Deux questions, alors une devant et une derrière, peut-être. Il y a déjà le micro. Vous n'avez pas mentionné le lien entre le sens de l'odorat et l'âge. Cette sensibilité est-elle meilleure lorsque l'on est jeune? Est-ce qu'elle se détériore avec l'âge? Comme la plupart des choses, ça se dégrade avec l'âge. Pas chez tout le monde, mais c'est plutôt une tendance générale. Il y a une tendance générale à la dégradation avec l'âge. En attendant de ce côté-là. Alors il y a monsieur qui veut... Est-ce que vous arrivez à lui donner, s'il vous plaît? J'ai une question à propos du développement. Vous nous avez montré que ces OR étaient une sorte de réseau immature, pas encore focalisé. Récemment, nous avons réalisé des études olfactives sur les mémoires fonctionnelles avec des nouveaux-nés de 2 jours et la réponse à des nouvelles odeurs non biologiquement pertinentes a été très bonne, mais sans différenciation dans la réponse cérébrale. Est-ce que vous pensez que c'est en rapport avec
des récepteurs ou des spécifications de récepteurs qui vont se développer avec l'âge? Qu'est-ce que vous mesuriez au juste? On mesurait la réponse olfactive du bulbe olfactif au cortex périphérique et en particulier périfrontal en réponse à des odeurs synthétiques non pertinentes sur le plan biologique chez les nouveau-nés. Écoutez, je n'en sais rien, je ne peux pas réagir parce que vous regardez l'ensemble du cerveau, n'est-ce pas? Ah oui, d'accord. Mais on n'a observé aucune différenciation entre les réponses. La réponse était identique pour toutes les odeurs synthétiques. Il se peut que le nez fasse la distinction, mais pas le cerveau. Donc, il est difficile de le dire. Moi, j'ai constaté avec intérêt que vos OR dans l'imagerie cérébrale se dispersaient sur un plus grand nombre de récepteurs. Oui, vous savez, n'oubliez pas que le cerveau ne cesse de se développer au fur et à mesure que les enfants grandissent et vieillissent. Je crois que ce serait très important pour l'avenir, le fait de savoir que l'environnement peut avoir une incidence sur l'évolution olfactive. Question ici. Supposons que l'on connaisse tous les antagonistes d'une molécule. Est-ce que vous pensez que l'odeur sera neutre ou est-ce que l'on ne percevra rien du tout? Si vous donnez un antagoniste pour tous les récepteurs, pour une molécule donnée, est-ce que ça va provoquer une perception d'odeur ou pas? Je n'ai pas bien compris. Si vous bloquez tous les récepteurs pour une molécule donnée et qu'ensuite vous faites un dépistage et que vous découvrez tous les antagonistes, est-ce que vous pensez que le résultat sera une odeur neutre ou qu'il y aura quand même une odeur? J'en sais trop rien. Il y a sans doute des odorants différents. Nous savons qu'un récepteur donné peut être activé par un odorant et bloqué pour un autre. Donc il y a une interaction assez complexe entre les divers odorants et les divers récepteurs, la concentration et ainsi de suite. Question dans la salle? Pourquoi? Voilà. Madame Lada. En attendant, Yvan, est-ce qu'il y a une question sur tout ça? D'accord. J'ai une question à propos de la maladie d'Alzheimer. Le dysfonctionnement olfactif est l'une des caractéristiques, un des premiers signes les plus documentés de la maladie d'Alzheimer chez les êtres humains. Est-ce que vous parlez de maladies neurodégénératives? Et je m'adresse à vous deux, en fait. Est-ce que vous pensez que le dysfonctionnement olfactif peut être un marqueur prédicteur de maladie? Et est-ce que ça se passe plutôt au niveau de l'expression du gène ou du récepteur des odeurs? En fait, on le sait depuis de nombreuses années que c'est un signe précurseur d'Alzheimer. Et je crois qu'on en reparle actuellement dans les journaux parce qu'il y a de plus en plus d'études. En fait, Alzheimer, c'est le cerveau ne fonctionne pas. Moi, j'ai toujours été intéressé par la possibilité que les bactéries et les virus pénètrent dans le cerveau par le biais du nez et ils provoquent des maladies. Mais il est vrai que le dysfonctionnement olfactif est un marqueur précurseur de certaines maladies, mais on n'en sait pas plus. On ne connaît pas le processus, en d'autres termes, voulez-vous dire? Disons qu'il y a d'autres régions du cerveau où on voit également des endommagements ou des dégâts au début de la maladie, par exemple le cortex antérieur et l'hippocampe. Effectivement, ceux qui travaillent sur les tests de dépistage d'Alzheimer avec le suivi de l'évolution du globe oculaire semblent découvrir également d'autres signes précurseurs. C'est sans doute plus facile à suivre aussi que les études olfactives. Est-ce que vous étudiez des souris atteintes d'Alzheimer? Non. La salle, oui,
et ce sera la dernière. Anosmia. Oh, what about anosmia? Et l'anosmie, alors? Il y a l'anosmie générale, lorsqu'une personne ne sent rien du tout. C'est plutôt inhabituel. Et il y a aussi des formes d'anosmie spécifiques où les individus ne peuvent pas sentir ou percevoir certains odorants à de faibles concentrations, tels que vous. Oui, effectivement, moi je suis anosmique en ce qui concerne le musc, hélas. Ce qui est d'ailleurs très gênant parce que j'adore les parfums. 12% des gens à peu près ne peuvent pas ressentir l'odeur du musc. Moi, je ne sens pas le musc, même à des concentrations élevées. Est-ce qu'on vous a fait un séquençage de vos récepteurs? Non, non, pas du tout. Mais il y a aussi l'androsténome qui est un phéromone. La moitié des gens sont incapables de sentir cet odorant. Et puis un récepteur a été identifié pour cela, ou pour le camphre par exemple. Il y a une corrélation avec une capacité génétique à percevoir ces odeurs. Je remercie nos deux panélistes, surtout Linda Buck pour sa présentation. Thank you. Cette discussion va évidemment se poursuivre ces 3 prochains soirs sur ces 4 prochains jours. Demain, c'est donc Michael Snyder qui sera présent ici. Je vous encourage évidemment tous et toutes à venir écouter sa présentation. Si vous avez aimé celle de Linda Buck, la Fondation Wright organise un petit sondage pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer pour les prochaines fois. Donc, n'hésitez pas à le remplir. L'adresse est mentionnée ici, c'est tout simple, colloque.ch/sondage. En conclusion, il me reste à mon tour à remercier la Fondation Wright pour l'organisation de cette soirée, l'Université de Genève pour héberger les colloques Wright et bien sûr tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette soirée et de tout le colloque de manière générale. Je rappelle aussi le spectacle, ça a été mentionné avant, au Bastion, tous les soirs, à différents horaires que je ne connais pas par cœur mais qui se trouvent sur le site. Et voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne rentrée et une bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you.